Une page magazine en toute fin de ce journal. Elle sera consacrée à cette cérémonie de remise des diplômes à la première promotion des étudiants de la faculté des sciences sociales de l'UNIKIN qui ont été formés sur la bonne gouvernance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à toutes et à tous et merci de venir à nous pour cette session d'information sur Antenne. Ouvrons ce journal par les activités du Premier ministre. Des stades municipaux vont bientôt pousser à travers la ville de Kinshasa. Ce n'est pas un canular, cela entre dans le cadre du PROSTAM, entendez, projet de construction des stades municipaux lancé ce vendredi par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. C'était dans la commune de Matete. Témoin de l'événement pour le compte de la chaîne de référence, Alain Kiouka. Qui redoutaient la spoliation des aires protégées et espaces de jeu aménagés jadis dans différentes communes de la capitale peuvent aujourd'hui pousser un ouf de soulagement. Le gouvernement congolais tient non seulement à préserver ces espaces, mais à faire plus, c'est-à-dire construire des stades municipaux à travers la ville de Kinshasa. C'est le projet lancé officiellement ce vendredi par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Le lieu choisi pour ce faire est tout à fait symbolique, le terrain du foyer dans la commune de Matete. Cette commune d'où sont sorties plusieurs anciennes gloires de l'équipe nationale de football, les Léopards, mondialistes en 1974 en Allemagne. Dans le lot, on peut citer Tubilandu, ou Lobilo, ou encore Jean Kembo, dont le nom sera immortalisé à travers le stade municipal qui sera construit à Matete. C'est un projet du chef du gouvernement de doter chaque territoire d'un stade municipal, c'est-à-dire d'un petit stade dimensionné au niveau du territoire pour permettre l'émergence d'une jeunesse qui s'adonne à la pratique du football, ce qui est une chose intéressante. Néanmoins, sa quintessence, c'est que nous allons de nouveau avoir à partir des territoires de jeunes talents qui auront quand même une infrastructure d'expression, une infrastructure correcte pour pouvoir faire prévaloir, pour pouvoir développer les aptitudes footballistiques. Le stade municipal de Matete, dont le coup d'envoi des travaux a été donné par Augustin Matata, sera achevé dans 3 mois. Les travaux de construction seront exécutés par une entreprise de la place sur financement du gouvernement central. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a salué l'initiative tout en rappelant les 3 activités qu'adulent les Kinois, à savoir la prière, la musique et le sport, particulièrement le football. Ils sont donc servis. Le vice-ministre à la coopération régionale et internationale, Dismas Mangbengu, et l'ambassadeur de la Chine en RDC, Wang Yinggu, ont procédé ce vendredi 26 septembre à la signature des lettres à changer sur le don de matériel pour lutter contre l'épidémie à virus Ebola. Patricia Amouli et Nadia Koulefouka pour le reportage. Permettre à la RDC de lutter efficacement contre l'épidémie à virus Ebola à Djera en Équateur, c'est l'une des préoccupations majeures de la communauté internationale. La Chine, par son ambassadeur en RDC, Wang Xiong, et le vice-ministre à la coopération régionale et internationale, Dismas Mangbengu, pour la RDC, ont procédé ce vendredi 26 septembre à la signature de lettres à échange sur les dons de matériel pour combattre cette épidémie. Ainsi, pour accompagner la RDC dans ses efforts à lutter contre l'épidémie d'Ebola qu'elle souhaite éradiquer surtout à Djera, dans les districts de Bwende, le gouvernement chinois qui a récemment envoyé à Kinshasa 3 experts médicaux prévoit, après la cérémonie des séjours, d'offrir à la RDC un lot de matériel de protection et des soins d'une valeur de 5 milliards de yens, soit 814 500 $ américains. À l'heure actuelle, l'épidémie à virus Ebola a déjà coûté la vie à plus de 2900 personnes, dont 41 en RDC. Dans ce chapitre toujours de coopération, le Conseil de l'Union européenne a décidé ce jeudi 25 septembre 2014 de proroger la mission EUSEC RDC jusqu'au 30 juin 2015. L'annonce a été faite le même jeudi 25 septembre 2014 par les chefs de cette mission, le colonel Jean-Louis Norenberg, à l'occasion de la réception de fin de mandat organisée à la Gombe. Jean-Louis Miaswikama et Mathieu Ngatipofi. La mission de l'EUSEC RD Congo a été prolongée de 9 mois jusqu'au 30 juin 2015, tel en a décidé le Conseil de l'Union européenne. 2005, EUSEC poursuivra pendant les 9 prochains mois ses activités en soutien du plan de réforme
de la défense au niveau stratégique, ainsi que dans les domaines de la consolidation de l'administration et de la relance du système de formation militaire des cadres. Le colonel Jean-Louis Nuremberg a relevé les progrès réalisés par les FARDC. Des progrès considérables sont observés dans le domaine de la gestion des ressources humaines, avec la distribution des cartes d'identité militaires, le contrôle biométrique des militaires et la mise à jour permanente de la base de données des effectifs des FARDC, indispensable pour le paiement des traitements par bancarisation. Ces progrès sont naturellement liés au bon fonctionnement du réseau intranet des forces armées. De nombreux défis restent encore, dont entre autres le fonctionnement autonome et régulier des écoles de formation des cadres militaires. ESSEC RD Congo, mission d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de sécurité en RDC, a débuté depuis mai 2005. Elle va travailler maintenant pendant 9 mois avec un effectif réduit de 41 à 30 membres et un budget de 4,6 millions d'euros. Jean-Louis Nuremberg a demandé une minute de silence pour le général-major Lucien Baouma Ambamba, décédé quelques semaines plus tôt en Afrique du Sud. Le bureau de Madame la représentante personnelle du chef de l'État en matière de violences sexuelles et recrutement d'enfants soldats a organisé une réunion de prise de contact avec les organisations œuvrant dans les secteurs précités. Cette rencontre a eu lieu le jeudi 25 septembre 2014 à la salle des conférences de la paroisse Notre-Dame de Fatima. À Patrick Borel, Mukendi, Nathalie Massengu et Safi Maléo. Dans les soucis d'accélérer les différentes initiatives en cours entre les différents ministères sectoriels et les partenaires pour une mise en œuvre de la stratégie nationale des luttes contre le violence sexuelle et celle basée sur les genres et les plans conjoints sur la lutte contre les recrutements d'enfants dans les groupes et forces armées. Le bureau de Madame le représentant personnel du chef de l'État en matière de violence sexuelle et recrutement d'enfants soldats en collaboration avec le ministère du genre, de la famille et de l'enfant a organisé une réunion de prise de contact avec la société civile. À en croire Janine Mabunda, cette rencontre a pour but de faciliter les échanges entre les différentes organisations de la société civile travaillant dans ces secteurs. Il était très important que ceux qui sont vraiment sur terrain, dans la vie de tous les jours, aux côtés des Congolais, pour les consoler, les aider, les accompagner lorsqu'ils rencontrent ces cas de violence, il était important donc que ces acteurs ou anonymes, nous puissions les éduquer parce qu'ils ont une force de proposition, une force de connaissance aussi du terrain qui peut être utile non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux au niveau public qui interviennent sur ces questions. Les participants présents dans la salle ont salué cette initiative. C'est une consultation qui est tombée à point nommé, puisque finalement c'est ensemble que nous devons aujourd'hui redonner à la nation congolaise une image positive quant au traitement que nous voulons faire jouir aux femmes. Je crois que chaque organisation, en ce qui la concerne, peut contribuer sur un pan de la grande problématique de la violence faite à la femme. L'agenda de la représentante personnelle du chef de l'État prévoit aussi la visite dans certaines instances judiciaires afin que justice soit faite. Le chef de l'État congolais s'est exprimé le jeudi 25 septembre 2014 à la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Joseph Kabila Kabange a déclaré que le Congo-Kinshasa est prêt à faire bénéficier au monde de son expertise pour lutter contre Ebola. Il a promis en outre la tenue des élections libres et démocratiques conformément au calendrier publié par la CENI. Sur plutôt ce commentaire de Patricia Amouli. Le discours prononcé du haut de la tribune de la 69e session de l'Assemblée générale ordinaire des Nations unies par le président de la République Joseph Kabila a duré 15 minutes. Joseph Kabila a parlé du terrorisme, de la résurgence en Afrique de la maladie à virus Ebola et de nombreuses atteintes à la paix en divers endroits de la planète. À ces sujets, des pertes en vies humaines que le virus Ebola infligé à certains pays de l'Afrique subsaharienne, soit en moins de 6 mois, plus de 2000 morts, dont une quarantaine en RDC. J'ai cette occasion pour annoncer du haut de cette tribune que, forte de son expérience de plus de 30 ans
dans la gestion des épidémies d'Ebola, la République démocratique du Congo va mettre en place, dès le mois d'octobre prochain, des centres de formation pluridisciplinaires pour former un personnel de santé à même de répondre en qualité et en quantité aux besoins des pays africains qui seraient à l'avenir touchés par ce type d'épidémie. Quant aux guerres qui embrasent diverses parties du monde, Joseph Kabila a rassuré que la RDC va œuvrer sans relâche pour la paix, la stabilité en Afrique et dans le monde. C'est dans cette optique que s'inscrit la présence de soldats et policiers congolais en Centrafrique. Sur le plan politique, la consolidation de la CI et le renforcement de la vision nationale demeurent nos objectifs. À ce propos, je réaffirme la tenue prochaine des élections, conformément au calendrier arrêté par l'institution nationale compétente, à savoir la Commission électorale nationale. Sur le plan sécuritaire, le dialogue politique, la diplomatie et l'action militaire ont été judicieusement combinés afin de nous rapprocher sûrement de l'objectif que nous nous sommes fixés d'éradiquer les forces négatives de notre territoire, contribuant ainsi à la paix dans l'est de notre pays, comme avec le pays limitrophe. Le président Kabila a rappelé les plaidoyers récurrents de la RDC pour une juste représentation de l'Afrique dans le Conseil de sécurité. Le nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Saïd Djimit, a répondu ce matin aux questions de la radio France internationale sur notamment le désarmement volontaire des FDLR et le mandat de chef d'État de la CIRGL. Je veux plutôt ce commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula à ce sujet. Depuis New York, où il séjourne dans le cadre de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Saïd Djimit, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région de Grand Lac, donne des éclaircissements sur les questions des leurs. Qu'en pense l'ONU sur la fin de mandat constitutionnel le président rwandais, burundais, congolais et RD congolais? C'est d'encourager les États à respecter les constitutions et à créer les conditions les plus propices pour la tenue d'élections démocratiques et pacifiques. Le délai de 6 mois accordé au FDLR pour déposer les armes expire le 2 janvier 2015. Mais jusque-là, aucun rebelle ne s'est présenté. Saïd Djimit répond. C'est l'objet des consultations en cours à New York pour revoir un peu les progrès qui ont été réalisés dans le cadre du désarmement volontaire des FDLR pour faire le point. Mais jusqu'à présent, effectivement, les informations qui nous parviennent sont plutôt décevantes parce que très peu de membres du FDLR se sont rendus et dans les camps dans le cadre du désarmement volontaire. Le rebelle FDLR réclame un dialogue. Le Rwanda s'y oppose. Faut-il proposer un dialogue? Je n'ai vu nulle part la question du dialogue à l'ordre du jour dans les documents ni du Conseil de sécurité, ni de la SADC, ni de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Saïd Djimit a indiqué que l'un des engagements souscrits par la RD Congo dans l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la réforme du secteur de la défense qui demeure une priorité dans la région de Grand Lac. L'actualité, c'est également cette marche de l'opposition qui est prévue pour demain samedi. Elle est bel et bien confirmée par l'un des initiateurs. Vital Kamerhe invite la population à s'opposer et à s'opposer à l'éventualité d'une révision constitutionnelle. Images et commentaires d'Usain Belebele et John Gombois. Président de l'UNC, Vital Kamerhe confirme la marche de ce samedi 27 septembre à Kinshasa. Notre acte, c'est la marche demain pour empêcher le pouvoir en place de réviser la Constitution. Il en précise du reste les motivations. Nous disons d'abord tous la même chose, non à la révision de la Constitution. Nous disons la même chose, non à une CENI qui fonctionne de façon bancale. Nous disons non à un petit morceau de calendrier. Nous disons qu'il faut que nous puissions trouver les moyens d'adopter une feuille de route consensuelle, un calendrier global. Et nous disons non à l'inversion du cycle électoral. Et appelle la population à y participer. Nous demandons à la population de venir nombreuse, pas de distractions, pas des zizanies. Quant aux attaques lancées contre lui au sein de l'opposition, Kamerhe préfère tourner la page.
Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit, mais je suis un démocrate. J'accepte la critique, et même les affabulations, et même la médisance, et tout cela. Quand vous êtes un leader politique, vous devez accepter qu'on puisse tirer sur vous. C'est comme un arbre qui porte des fruits. Cette marche partira de l'échangeur délimité vers la place du cinquantenaire. Dans le même registre, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a pris acte et a répondu favorablement à la demande de l'opposition quant à la marche qu'elle organise ce samedi 27 septembre à Kinshasa. Pour le compte de l'opposition, Jean-Claude Mvouemba fixe l'opinion sur les dispositions prises par le gouvernement provincial pour éviter les dérapages pendant cette grande activité de l'opposition. Ces propos ont été recueillis par Willy Kacha. Du gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour que la marche puisse avoir lieu. Et en ce qui concerne le mobile de la correspondance du gouverneur, je veux essayer de vous le faire lire pour qu'aucune défense puisse apparaître dans mes propos. Mesdames et messieurs, votre lettre dont référence en marge par laquelle vous m'informez de l'organisation à l'initiative de vos partis politiques d'une marche pacifique le samedi 27 septembre 2014 m'est bien parvenu et je vous en remercie. Y faisant suite, j'autorise l'organisation de votre marche à la date indiquée de 10h à 15h. Suivons l'itinéraire ci-après. Point de rassemblement devant la Fikine. Petit boulevard limité quartier résidentiel. Boulevard Sendoué, aile gauche. Boulevard Triomphal, aile gauche. Point de chute, terrain attenant au collège Georges Siméon dans la commune de Kassavobo. À cet effet, je vous invite, conformément au décret-loi numéro 186 du 29 janvier 1999, portant réglementation des manifestations et de réunions publiques, à assurer l'encadrement efficient de vos militants ou sympathisants, en un mot des Congolaises et des Congolais qui... Lorsqu'on veut mettre en place une loi dite importante pour la République, l'initiative doit-elle provenir du gouvernement ou du Parlement? Cette question a été au centre d'un débat houleux les vendredis derniers à l'Assemblée nationale autour de certaines lois, notamment celles modifiant la loi électorale. Ces lois ont été proposées à la fois par des députés et les gouvernements. Des explications dans ces commentaires de Laïn Bofandombungu. Un vif débat a eu lieu le vendredi dernier à l'Assemblée nationale avant l'adoption du calendrier des matières à traiter au cours de la session de septembre. Le débat a porté sur l'initiative de certaines lois, notamment celles modifiant la loi électorale. Ces lois ont été proposées à la fois par des députés et le gouvernement. Les députés ne se sont pas mis d'accord sur l'opportunité d'inscrire au calendrier de la session une initiative du gouvernement ou celle d'un élu. Le calendrier a finalement été voté sans ces matières. En effet, en langage parlementaire, ça s'appelle la concurrence de l'initiative. En clair, une même loi est proposée par le gouvernement et un député national. Tout le débat a porté sur une question, à savoir laquelle des deux initiatives doit être inscrite dans le calendrier. Parmi les lois qui ont donné lieu à une concurrence d'initiatives, il y a notamment la loi portant organisation des élections provinciales, des gouverneurs et vice-gouverneurs, la loi portant organisation des élections présidentielles et des élections législatives et la loi portant organisation des élections urbaines, municipales et locales. Les députés de la majorité présidentielle ont estimé qu'il n'était pas question d'examiner une quelconque proposition de révision de la Constitution émanant d'un député national. Le président de la Chambre basse du Parlement a annoncé des consultations entre le bureau, le gouvernement et les députés initiateurs de ces lois pour trouver un compromis. Restons encore un tout petit peu à l'Assemblée nationale où le projet de loi organique sur la Caisse nationale de la péréquation a été présenté ce vendredi au cours de la plénière. Pour le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, la Caisse nationale de la péréquation vient en appui au programme d'investissement de provinces et des entités territoriales décentralisées conformément à l'article 181 de la Constitution. Une fois de plus, Laïn Bofandomboukou.
L'amélioration des conditions de vie de la population congolaise sur toute l'étendue du territoire national passe ainsi par un bon apprentissage de la décentralisation, c'est-à-dire au-delà de l'autonomie de gestion des entités locales, la dissémination à travers tout le pays des administrations, des industries qui se trouvent jusque-là concentrées à la ville-province de Kinshasa. Voilà qui a justifié la présentation ce vendredi à la plénière de l'Assemblée nationale du projet de loi organique sur la Caisse nationale de la péréquation. La Constitution a prévu en son article 181 la création de la Caisse nationale de péréquation qui a pour mission de financer des projets et programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibres de développement entre les provinces et entre autres entités territoriales décentralisées. Cette caisse nationale est alimentée à concurrence de 10% de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'État. Les députés nationaux, dans leur intervention, ont évoqué les l'épineux problème de la rétrocession de 40% des recettes à caractère national allouées aux provinces et qui doit être retenue à la source conformément à l'article 171 de la Constitution. Cette disposition n'a jamais été appliquée par les élus du peuple avant de parler de la problématique de la mobilisation des recettes par les entités territoriales décentralisées. Eu égard à ce qui précède, un délai de 72 heures a été accordé au ministre de l'Intérieur pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus. Parlons santé à présent, sensibiliser la presse et la communauté estudiantine pour qu'à leur tour, ils mobilisent toute la population contre l'épidémie à virus Ebola. C'est la quintessence de la conférence de presse hebdomadaire Ebola de ce vendredi au centre interdiocésain à Gombe. Patricia Bassoy et David Tembeni. Pour ce vendredi 26 septembre, les journalistes ont été exceptionnellement assistés des étudiants qui doivent également jouer un rôle majeur dans la sensibilisation vu la promiscuité. Le comité de coordination de lutte contre la maladie à virus Ebola et Sichinge ont fait venir le conseiller médical du ministère de la Santé qui a fait le point sur la situation à Djera. Nous avons donc à ce jour ce lot de statistiques, ainsi le taux de létalité général au 24 septembre est de 60%. Le décès parmi les confirmés est de 16 à cet instant et les survivants à ce test, disons à cette épreuve, sont au nombre de 28. Malgré les efforts fournis jusque-là, on signale encore 2 nouveaux cas dans cette même localité. L'épidémie évolue. Le tout dernier changement est survenu en date du 24 avec la détection de 2 nouveaux cas testés positifs. Le président de l'Union nationale du Congo, Vital Kamerhe, félicite pour sa part le gouvernement qui a agi à temps pour la prise en charge des personnes affectées et encourage la population à respecter les règles d'hygiène recommandées. Et des mesures étaient envisagées pour endiguer le mal déjà à l'origine. Et je dois dire aussi que notre pays a l'expérience en matière d'Ebola parce que ce n'est pas la première fois que nous sommes frappés. Il y a des professeurs dignes de ce nom et de grands renom. Et nous pensons, comme le gouvernement a décidé de les mettre à contribution, c'est ce qu'il fallait faire, et donner aussi une certaine éducation sur le plan de l'hygiène à la population. L'épidémie a été déclarée à Djera il y a 1 mois. Le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange, avait promis d'éradiquer la maladie en 3 mois. Toute son équipe s'y attelle en espérant un résultat positif. Une brève pour clore ces chapitres santé. Le conseil urbain de l'ordre des médecins organise la 26e journée déontologique de Kinshasa ce samedi 27 septembre 2014 au complexe GB. Elle se déroulera autour du thème fonctionnement des structures de l'ordre et des syndicats de médecins de la RDC. Cette activité a été confirmée par le président de la commission préparatoire, le docteur Guy Chipeta. Le rendez-vous hebdomadaire qui la SONAS se fixe avec les victimes des cas de sinistres a eu lieu ce jeudi 25 septembre à l'espace jeudi sinistre délimité 7e rue. En effet, l'assureur national a payé les dossiers sinistres au nombre de 137 sur les branches d'assurance vie, incendie et automobile. Confirmation dans ce reportage de Willy Kacha. Souscrire à une police d'assurance est une sécurité. En République démocratique du Congo, le monopole des assurances revient à la Société nationale d'assurance, SONAS, depuis sa création en 1966. Cette entreprise du portefeuille de l'État a reçu du législateur
la mission d'indemnisation des dossiers sinistres, comme il en était question ces 4e jours de la semaine à l'espace jeudi sinistre de l'UMT 7e rue. Moi, j'ai une voiture, j'ai été appelé pour l'assurance. L'assurance fait son travail. Je préfère rappeler à tous les intéressés qu'il faut payer l'assurance régulièrement. Pour moi, c'est un étonnement de voir cette vitesse à laquelle mon dossier a été traité. J'étais victime d'un accident de circulation. Je ne pensais pas un seul instant que je pouvais être si vite indemnisé. En tout cas, je tâcherai d'acheter une assurance pour ma sécurité au cas où je me procurais une voiture parce que je suis aujourd'hui convaincu du sérieux de la SONAS dans la paie des sinistrés. Bravo à maman Carole Aguito, l'une des Congolaises qui fait aujourd'hui la fierté de la femme. Comme si pour ce 25 septembre 2014, l'assureur institutionnel a payé 137 dossiers sinistres en assurance vie, incendie et automobile. Cette paye, rappelons-le, a eu lieu sur toute l'étendue du pays. En sport, les 2 clubs congolais engagés en Ligue des champions de la CAF jouent leur place pour la finale ce week-end, en demi-finale retour bien sûr. La SV Club en déplacement sera reçu demain samedi par les CS Sfaxiens. À l'aller, la SV Club avait gagné 2-1 et 24 heures plus tard, le tout-puissant Mazembe accordera son hospitalité à Lubumbashi au club algérien d'entente sétifienne. Les supporters congolais donnent de la voix sur les éventuelles chances de qualification de ces 2 clubs congolais. Ils sont au micro de Papi Katasi. Ce week-end, l'Afrique vibrera au rythme des demi-finales de la Champions League africaine. 2 clubs congolais sont engagés, l'AS Vita Club de Kinshasa et le TP Mazembe Lubumbashi. Pour ces 2 rencontres africaines, les pronostics vont bon train. Nous avons eu une victoire, puisqu'on pouvait aussi faire un match nul et aller gagner le match de l'autre côté. Donc, Sfaxien, ce n'est pas un petit club. Il faudrait reconnaître que c'est un club qui venait de sortir champion de l'année passée, avec toute la modestie possible. Nous sommes sûrs de pouvoir aussi aller faire mieux à Tunis, sans problème. À ce stade de la compétition, les chances sont égales, à mon avis. De mon point de vue, le club a toutes ses chances, tout comme Sfax. Donc c'est vraiment 50-50 pour les 2 équipes. Parce qu'atteindre les demi-finales de la Champions League, ça veut dire que c'est des grandes équipes, ça veut dire que c'est des équipes qui, de mon point de vue, se valent. Dans l'espoir que les 2 clubs produiront un spectacle de qualité au grand bonheur de leur public. Prenons à présent cette page magazine. La faculté des sciences sociales de l'université de Kinshasa a livré le vendredi 19 septembre dernier sa première promotion d'étudiants formés en bonne gouvernance. Cette formation a été rendue possible grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. Domomata. Ils sont plus d'une trentaine à avoir décroché leur diplôme en gouvernance participative. En effet, la formation sur les budgets participatifs est une nécessité impérieuse d'implication citoyenne dans la gestion de la chose publique dans un pays comme la République démocratique du Congo, qui est dans les processus de décentralisation, donc des transferts de compétences et des ressources aux entités territoriales décentralisées. Cette formation, totalement financée par la Banque mondiale, s'est déroulée en 2 phases, à savoir la phase d'apprentissage théorique et pratique. La première phase a porté sur plusieurs points, notamment la fiscalité et les finances publiques, la décentralisation, la gouvernance locale, la participation locale, les suivis et l'évaluation du budget participatif, le leadership et le king building, la communication, l'animation et la mobilisation sociale. La deuxième étape, quant à elle, a été beaucoup plus technique et pratique et a permis aux 43 récipiendaires de descendre sur le terrain selon différents scénarios élaborés sur des cas particuliers. Aussi, les étudiants ont-ils été soumis à des exercices pratiques adaptés selon le contexte local. Au terme de cet apprentissage, les 43 étudiants sont en mesure de structurer un processus participatif adapté pour la RDC. Le représentant de la Banque mondiale souligne l'importance de cette formation. L'objectif principal est de contribuer au renforcement du développement local en RDC. Notre pays a besoin de professionnalisme et de compétences dans ces domaines. Ensuite, la création de ces centres de formation au sein de l'Université de Kinshasa ouvre la porte à l'institutionnalisation d'une école congolaise de la gouvernance participative.
un lieu où les étudiants, les professeurs et les praticiens peuvent faire valoir et développer leurs connaissances et adapter les connaissances internationales en vue de favoriser une interaction constructive entre le gouvernement et la population congolaise. Cette participation permet de bien définir les priorités afin de canaliser les ressources publiques vers les objectifs et les activités qui sont d'une importance primordiale pour les citoyens. Cette formation a réuni des étudiants issus de plusieurs milieux. Les cas du bourgmestre adjoint de la commune de Makala, qui livre ici les motivations de sa participation. C'est que souvent, nous travaillons sans la participation de la communauté. Les enseignements qui ont été donnés au niveau du budget participatif doivent nous servir pour faire participer la population de notre commune. Le représentant des étudiants s'est félicité au nom de ses collègues de cette richesse et a promis de rendre effectif les processus de budget participatif dans le pays, inciter la volonté politique, l'appropriation et l'adhésion citoyenne à cette nouvelle approche et assurer la promotion de la recherche scientifique sur cette thématique. Kassongo Mungongo, doyen ad intérim de la faculté des sciences sociales, trace le perspective d'avenir entre sa faculté et la Banque mondiale. La République démocratique du Congo a, dans sa constitution, le 18 février 2006, opté pour la décentralisation. L'article 3 de la Constitution donne aux provinces la personnalité juridique. Province et entité territoriale décentralisée, une personnalité juridique. C'est-à-dire une possibilité pour ces provinces de se gérer à partir de leurs ressources. Et dans ce processus de la décentralisation, il est bien clair qu'il y a des pratiques nouvelles qu'il faut expérimenter. La participation des citoyens, la capacité de mobilisation des ressources par les entités territoriales décentralisées. C'est à ce niveau que nous espérons que la Banque mondiale qui a appuyé la première formation puisse être notre partenaire privilégié pour la pérennisation de ce genre de formation. Soucieuse de doter la RDC des cadres bien formés en budget participatif, la Banque mondiale a initié la même formation à l'Université catholique de Bukavu et à l'Université de Lubumbashi. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de la chaîne des références. Excellent début de week-end à toutes et à tous.